Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis vraiment heureuse de te retrouver pour cet épisode qui, j'espère, va beaucoup t'inspirer. J'ai hâte de le faire, j'ai hâte de voir ce qui va en sortir parce que même si j'ai préparé cet épisode, j'ai quand même envie qu'il soit assez spontané et que je te dise les choses qui me viennent naturellement. Et je suis excitée, j'ai hâte. Et l'idée de cet épisode est venue parce que un moment sur Instagram, j'ai écrit une story où je disais que l'amour ne suffisait pas à avoir une bonne relation. Qu'on avait beau être amoureux, c'était pas assez. Et qu'il fallait toute une liste d'autres choses pour qu'une relation fonctionne. Et cette story a été beaucoup partagée, beaucoup commentée. On m'a dit « Waouh, je comprends mieux pourquoi telle relation n'a pas fonctionné. » J'ai aussi eu droit à « Mon Dieu, ça a l'air difficile d'être en relation, etc. » Et finalement, j'en ai fait un post sur Instagram qui a lui aussi été beaucoup partagé. Et je m'étais promis de faire un article plus long, plus détaillé, plus nuancé pour vous parler de ma vision des relations et du couple. Et finalement, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un podcast parce que moi, avec le podcast, je peux être un peu plus précise, être un peu plus longue, parce que si je devais écrire un article, ce serait en fait un bouquin. Donc voilà, on est parti sur ce thème. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'amour ne suffit pas dans les relations amoureuses. Et c'est quoi la différence en fait entre être amoureux et être en couple ? Pour moi, il y a une énorme différence. Et j'ai aussi une surprise à la fin de cet épisode. Je vais avoir un invité. Donc, j'ai une personne qui va se joindre à moi. Donc, je vais parler pendant un moment de ma vision et de pourquoi l'amour ne suffit pas. Et je vais inviter une personne qui va venir discuter avec moi. Je vais lui poser quelques questions. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je te dis pas tout de suite qui c'est. Peut-être que tu devines, peut-être pas. Mais en tout cas, ça va être fun. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. L'amour ne suffit pas. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? N'importe quoi. Et oui. Pourtant, quand on regarde les films, n'est-ce pas ? On voit en fait souvent, on regarde des comédies. J'adore les comédies romantiques, je lis énormément de romances. Et dans les comédies romantiques, le schéma c'est toujours le même. Deux personnes se rencontrent, il y a un petit peu d'attirance. Ça marche pas de suite, ils se retrouvent de nouveau, là ils se disent « Oh, il peut se passer quelque chose entre nous », peut-être qu'ils s'embrassent, peut-être qu'ils font l'amour, bam, il y a un conflit, « Oh mon Dieu, tu m'as trahi, oh mon Dieu, elle m'a trahi », finalement ils se pardonnent et ils finissent par être en couple. Toutes les comédies romantiques ont ce format-là. Quand elles n'ont pas ce format-là, elles ont une variation légère de ce format-là. Donc une fois que la trahison est pardonnée, c'était le gros obstacle et bam, on est amoureux et on sera ensemble pour le reste de notre vie. Happily ever after. On marche main dans la main sous le soleil qui se couche et on va faire l'amour et on va faire des bébés. Voilà ce que nous montre la pop culture en général, les romans. Dans la fiction, l'amour suffit. Parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, c'est que c'est le pouvoir de l'amour qui fait que vous allez fonctionner. Souvent, c'est puisque je l'aime, puisqu'elle m'aime, on va trouver une solution. Puisque je l'aime, je vais traverser le monde et m'installer au Népal pour être avec elle. Puisque je l'aime, je vais quitter mon travail corporate dans une banque et je vais aller m'installer à la campagne et on va élever des moutons.
puisque je l'aime, je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc très souvent, ce sentiment amoureux est le moteur de nos actions. Sauf que c'est beau en fiction, c'est pas vraiment la réalité. Dans la réalité, il en faut beaucoup plus pour qu'une relation fonctionne. Le sentiment amoureux, je pense qu'il est important au début. Je pense que c'est ce qui nous donne envie d'être avec quelqu'un. C'est le fait de se sentir bien avec cette personne, d'avoir de l'amour pour elle. Et même si cet amour n'est pas forcément défini au début, même si on est un petit peu flou dans nos sentiments, il y a quand même une attirance, une envie d'être proche de la personne, une envie d'apprendre à la connaître. Pour moi, la meilleure façon de définir être amoureux, c'est l'envie de tout savoir de quelqu'un. C'est l'envie de connaître quelqu'un. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai été amoureuse, et étant amoureuse aujourd'hui, j'ai vraiment l'envie de comprendre et connaître et voir toutes les parts de cette personne et l'aimer et l'apprécier. Il y a vraiment un côté où je veux la voir et je veux être vue par elle. Et donc, ce sentiment, je pense qu'il est très important. Je pense qu'il a des formes différentes pour chaque personne parce que ce qui va être l'amour romantique pour moi sera peut-être différent pour toi. Cependant, il y a cette envie d'être avec la personne, de faire partie de son monde, de la connaître, de l'explorer, de la comprendre, de se mélanger. Et je trouve que c'est très beau. Je suis très heureuse qu'il y ait beaucoup de fiction sur ça parce que en fait, je la dévore. Je lis deux romances par semaine, donc heureusement que ça existe. Mais ce n'est pas exactement la réalité. Parce que dans la réalité, ce sentiment amoureux va souvent rencontrer une limite. Et cette limite, en fait, elle est très liée à la vie, quoi, au quotidien. Parce qu'on n'est pas que une personne amoureuse d'une autre personne. On est aussi chacun ancré dans nos vies, ancré dans nos réalités, avec nos désirs, nos objectifs, nos envies, là où on veut aller, nos personnalités. Et on a beau être amoureux de quelqu'un et quelqu'un amoureux de nous, ça n'enlève pas tout le reste en fait. Ça n'enlève pas tout ce que je suis en dehors de cette relation et de cet amour. Et c'est ça qui fait que l'amour ne suffit pas souvent. C'est le fait que, entre deux personnes, il n'y a pas que l'amour comme critère. Il y a tout ce que vit une personne, il y a tout ce que vit l'autre personne, il y a tout son passé et il y a toute la vision de l'avenir. Donc c'est un petit peu ça ce qu'on va regarder aujourd'hui. Si l'amour ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut pour être dans une belle relation ? Alors j'ai noté 4 points et chacun des points peut être vraiment développé, décliné, expliqué, mais je vais essayer d'aller dans les grandes lignes et puis vous pouvez voir comment ça résonne pour vous. Donc pour moi, la première chose qui distingue le fait d'être amoureux et le fait d'être en couple, c'est l'envie en fait, c'est l'engagement. L'envie d'être en couple avec la personne. Pourquoi ? Parce qu'on peut être amoureux de quelqu'un et pas avoir envie d'être en couple avec. Simple. Je peux te kiffer, t'aimer, aimer passer du temps avec toi, mais pas vraiment avoir envie de développer une relation avec toi. Et pour ça, je pense qu'il faut que j'explique un petit peu ce que je vois être un couple et ce que j'appelle être une relation engagée. Une relation de couple, pour moi, c'est comme une relation d'équipe. C'est un choix, c'est une décision. C'est le choix que tous les deux, on va avancer ensemble. On a chacun nos projets, j'ai les miens, tu as les tiens, et on choisit de se mettre ensemble et d'avancer ensemble et de s'accompagner et de se soutenir dans ça. Notre projet principal, c'est la vie, c'est-à-dire que j'ai ma vie, tu as ta vie, et on a envie de partager la vie ensemble. Et c'est vraiment une décision en fait, c'est pas juste « oh tiens, pourquoi pas » et tout, il y a vraiment un moment où on fait ce choix. Et pour moi, tant qu'on n'a pas fait ce choix, on n'est pas en couple. C'est aussi simple que ça. Je peux être amoureuse de quelqu'un et l'aimer sans être en couple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas choisi de communier nos vies quelque part. Peut-être qu'on se voit de temps en temps, peut-être qu'on passe du temps ensemble, peut-être qu'on adore nos moments ensemble, mais nos vies n'avancent pas en parallèle en fait. Pour moi, cette envie, elle est fondamentale pour qu'une relation fonctionne. Parce que s'il n'y a pas cette envie qu'elle fonctionne, il suffit de rencontrer des difficultés, des moments un petit peu compliqués, des disputes, des désaccords, etc. pour qu'on se dise « non mais c'est bon, on arrête tout ». Alors que si on a envie, on peut se dire « ok, pour l'instant il y a un truc qui cloche,
ça colle pas très bien, on s'entend pas sur telle chose, mais parce qu'on a envie, on va trouver une solution. Mais si ça va, tant qu'on est amoureux, qu'il y a des paillettes dans les yeux et que dès qu'il y a un petit chaos sur la route, on se dit « Ah non, là ça devient trop pour moi », c'est qu'on n'a pas vraiment envie d'être en couple. Et c'est ok, c'est un choix. Je veux dire, personne n'est obligé d'être en couple. C'est un petit peu galère des fois d'être en couple, donc je vous en voudrais pas de choisir de pas être en couple. Mais en tout cas, il y a un choix qui est fait, il y a une décision qui est faite et une décision qui est prise que oui, on avance ensemble. Et comme je disais, vous pouvez le définir comme vous voulez. Peut-être que c'est pas le mot couple qui résonne avec vous, peut-être que c'est autre chose. Mais vous avez choisi d'être en relation, d'être engagé dans cette relation et d'avancer ensemble dedans, d'avancer sur le chemin. Sans ça, en fait, ça rend la situation très fragile. Donc si on reprend nos amoureux dans le film, il suffit qu'après, quelques semaines de batifolage où tout se passe bien, il y en ait un qui fasse quelque chose qui choque l'autre. L'autre peut se dire « Ah non, mais c'était pas comme ça avant, c'est pas ce que j'ai vu de toi, ah, c'est bon, je me casse. » Pourquoi ? Parce que envie d'être amoureux, pas envie d'être en couple. Voilà, là c'est la première chose. Est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous avez cet engagement d'avancer ensemble ? La deuxième chose, c'est la compatibilité. Et quand je dis compatibilité, en fait, franchement, on peut être vraiment amoureux de quelqu'un et être complètement incompatible. Genre, on peut pas vivre ensemble, on peut pas être ensemble, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on n'a pas les mêmes styles de vie. On n'a pas les mêmes vies. Imaginons... je sais pas, on est tous les deux, je suis hôtesse de l'air et il est chirurgien, j'en sais rien, on se voit jamais, nos styles de vie sont pas compatibles, ça marche pas, on se croise pas, on se voit jamais, c'est très compliqué, ça marche pas. Imaginons, je suis très 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 sportive, lui ne l'est pas et le sport c'est une valeur importante pour moi. Et donc ça veut dire que tous les dimanches, moi ce que je me vois faire c'est des randonnées et lui il veut pas, et en fait on se voit pas beaucoup et puis on n'a pas beaucoup de points communs, bah, peut-être qu'on n'est pas si compatible que ça. La compatibilité dans les valeurs sociales, politiques, économiques, il y en a qui vont compter, il y en a qui vont moins compter. Par exemple, il y a des choses sur lesquelles c'est ok que vous soyez pas d'accord, clairement. Mais il y a des choses fondamentales sur lesquelles, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous embrouiller tous les jours. Parce que si c'est très très ancré dans vos valeurs et que vous ne rejoignez pas dessus, ça va être compliqué. Et donc cette compatibilité de valeurs, elle est très très importante. Parce que aussi, si potentiellement vous avez envie de créer une famille plus tard, si vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, ça va être compliqué de savoir lesquelles vous allez transmettre. Ou bien vous pouvez transmettre les deux, mais ça peut être potentiellement conflictuel. Pour moi, avoir des valeurs communes, c'est vraiment important. Par exemple, avec mon compagnon actuel, c'était très clair au début qu'on avait les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs sociales, on a les mêmes valeurs environnementales, on a les mêmes valeurs d'éducation. On a beaucoup de choses similaires. Après, il y a plein de choses où on n'est pas d'accord et on ne fonctionne pas pareil, mais c'est pas fondamental. C'est des endroits où on peut discuter, on peut échanger, etc. Mais il y a un apaisement dans la compatibilité de nos valeurs. Je sais que c'est quelqu'un qui n'ira pas dans la direction opposée que moi j'irai. Et l'autre chose vraiment importante, c'est la compatibilité de vision. Et j'ai vu ça dans plusieurs cas en fait, et même... Je regarde plein de télé-réalités, tout ce qui se passe sur Netflix, Love is Blind, ce ultimatum et tout. Et dans The Ultimatum, il y avait ce couple, juste pour faire une parenthèse, The Ultimatum, c'est des couples qui viennent dans la série. Et en gros, il y en a un qui a demandé en mariage à l'autre, et parce que l'autre n'a pas dit oui, il a donné ou elle a donné un ultimatum, genre soit on se marie, soit on casse. Voilà. J'ai pas trop aimé cette télé-réalité, mais on l'a regardée de A à Z parce que, comme je dis à mon copain, c'est comme quand tu regardes un accident de voiture. Tu as envie de détourner les yeux, mais tu peux pas t'empêcher de regarder. Donc du coup, on a tout regardé. Et dedans, il y avait un couple où la femme ne voulait pas d'enfants ou ne savait pas si elle voulait des enfants, et l'homme, lui, voulait des enfants. C'était genre trop important pour lui. Il a répété sans arrêt, il veut des enfants, il veut des enfants. Ça, c'est fondamental en termes de vision. Est-ce qu'on veut tous les deux des enfants ? Parce que s'il y en a un qui en veut et l'autre qui en veut pas, vous avez beau vous aimer, mais avec tout l'amour qui existe dans votre cœur, vous allez rencontrer un mur. C'est-à-dire qu'il y en a
l'un ou l'autre qui va devoir sacrifier ce qui est important pour lui. S'il y en a un ou une qui veut un enfant et toi tu veux pas, il va se dire bon finalement c'est pas grave. Et s'il y en a un qui veut pas d'enfant, il va se dire bon finalement peut-être que je vais en avoir un. C'est compliqué. Alors je dis pas que les gens changent pas d'avis et que les gens voilà ils peuvent pas. Mais c'est différent de dire c'est ok pour moi si enfin voilà qu'on ait des enfants ou pas c'est ok pour moi que de dire moi je veux des enfants toi t'en veux pas. Là on a une incompatibilité de vision. Pareil, ça peut être vous adorez voyager, vous voulez voyager partout dans le monde, vous avez un compagnon qui déteste prendre l'avion, tôt ou tard, voilà, il y a une petite incompatibilité. C'est-à-dire que vous allez devoir sacrifier quelque chose qui est important pour vous parce que ça colle pas, ou vous allez devoir le faire seul, etc. Et pour moi, cette compatibilité, on l'oublie souvent parce qu'on pense souvent à l'affinité. Et c'est important de se sentir connecté avec la personne, de se sentir attiré, d'aimer, etc. Mais souvent, un couple ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas compatible dans les faits. Et il n'est pas compatible parce que vous voulez juste pas la même chose. Et c'est pas très grave au final, c'est juste que c'est pas forcément la personne qui vous convient le mieux. Il y a des personnes avec qui vous serez plus compatible, que vous allez aimer, apprécier et avec qui vous serez compatible. Mais cette incompatibilité de valeur, franchement, c'est compliqué à naviguer. Hein. Ça donne un petit peu mal à la tête. Voilà, compatibilité de valeur, compatibilité de vision, vraiment aller dans la même direction, même si c'est pas exactement pareil, même si vous avez des énergies différentes, même si vous n'êtes pas la même personne, il y a ce truc où vous dites ouais, on a les mêmes rêves. Par exemple, moi, je suis très ambitieuse, vraiment beaucoup. Je rêve très très grand. C'était très compliqué pour moi d'être avec des personnes qui n'étaient pas aussi ambitieuses que moi. À chaque fois, il y avait un moment où je poussais la personne dans une direction de mais si on y va. Et l'autre personne me disait mais attends, pourquoi tu te prends autant la tête? Mais pourquoi tu veux autant? Et franchement, c'est fatigant. Ok, donc ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, et c'est là où je pense qu'on va avoir plein d'épisodes supplémentaires parce que je vais pas pouvoir tout vous dire là, parce que c'est tout un sujet, mais c'est le fait de naviguer la relation en elle-même. Parce que c'est bien beau d'être amoureux, mais être en relation, c'est pas une balade dans le parc, hein. Ça demande énormément de travail sur soi, ça demande énormément de compréhension, de communication. J'ai listé quelques aspects, mais ça demande des compétences en fait. Déjà, je pense que de soi à soi, ça demande d'avoir une belle estime de soi et de savoir qui on est, de savoir ce qu'on vaut et de savoir notre valeur. Pourquoi ? Parce que sans ça, on peut tomber dans de la codépendance, dans des relations toxiques, où ça va être plus important pour nous de plaire à l'autre que d'être en phase avec qui on est. Et donc déjà, ne serait-ce qu'avoir une bonne estime de soi, de savoir qui on est, d'être droit dans ses bottes, je pense que c'est important pour une bonne relation. Après, si vous n'avez pas ça, c'est ok, vous pouvez grandir dans ça. Mais ça aide. Ça aide. Et ça aide aussi à connaître ses besoins et à les exprimer. Ça, c'est une compétence qu'on n'a pas forcément tous. Personnellement, j'ai dû la développer, de me dire, ok, j'arrive à sentir dans mon corps ou dans ma tête, ça dépend où vous en êtes quant à votre rapport à votre corps. J'arrive à sentir de quoi j'ai besoin, j'arrive à sentir de quoi j'ai envie, j'arrive à l'exprimer calmement, j'arrive à être ok si on me dit oui par rapport à mes envies, j'arrive à être ok si on me dit non. Ce ne sont pas des choses qui sont naturelles, ce sont des choses qui s'apprennent et qui s'apprennent en relation. Parfois, on l'apprend parce que, comme moi, on a été accompagné par des coachs, par des psys, par tout ce que vous voulez. Et voilà, mais ça, c'est fondamentalement être dans une relation saine avec soi-même d'abord, c'est hyper important. Et puis, une fois qu'on est dans cette relation saine avec soi-même d'abord, il y a le fait d'être en relation saine avec l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire communiquer, poser les mots. Ça veut dire naviguer les conflits. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir des conflits dans une relation, puisque vous êtes deux personnes différentes. Il y a aussi naviguer les conflits. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir des conflits dans une relation, puisque vous êtes deux personnes différentes. Donc, comme vous êtes deux personnes différentes, vous allez avoir des points de vue différents, des vécus différents, des repères différents, des façons d'être différentes, des traumas différents, des déclencheurs différents qui font que, tôt ou tard, ça frotte. Et c'est pas tant un problème que ça frotte.
la question, c'est comment on résout ça. Et ça, on l'apprend. Parce qu'il va y avoir des grandes lignes de gestion de conflit, mais il va y avoir aussi comment chacun on gère un conflit, parce qu'on ne va pas le gérer pareil. Il y a le fait de soigner ses propres traumas, dans le fait de travailler sur soi. Quel trauma j'ai moi relationnel par rapport à ma relation ? Parce qu'on a quasiment tous des traumas. Je pense que je peux même dire qu'on a tous des traumas, plus ou moins qui s'expriment. Il y en a qui ne vont pas particulièrement s'exprimer dans notre quotidien, mais il y en a qui vont s'exprimer par le fait d'être déclenchés par certaines choses, mal à l'aise face à d'autres choses. Et donc ça se travaille de soi à soi, mais aussi ça se travaille beaucoup dans la relation. Parce qu'on dit que le trauma se crée dans la relation, souvent quand on est jeune, et se soigne par la relation. Et donc comment, plutôt que d'appuyer sur tous mes boutons, cette relation m'aide à me sentir plus apaisée dans mon système nerveux et à résoudre les choses qui me bloquent, par exemple. Du coup, dans tout ce truc d'être en couple et de choisir d'être engagé avec quelqu'un, il y a le fait même d'être en relation avec un autre être humain, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire. C'est vraiment le truc où, voilà, si vous avez envie de bosser sur vous, de bosser avec l'autre pour que ça aille bien, c'est là. Quand on vous dit que les relations demandent du travail, que les mariages qui durent, c'est pas forcément automatique ou magique, c'est de ça que les gens parlent. C'est du fait que tu dois apprendre à discuter, tu dois apprendre à te connaître, tu dois apprendre à t'aimer, tu dois apprendre à aimer l'autre, tu dois voir qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Et c'est encore lié au choix initial d'être en couple. Parce que dans bien des cas, si tu n'as pas envie d'être en couple avec cette personne, à ce moment-là, tu vas craquer. Il va y avoir une dispute ou un truc, ça ne va pas aller dans ton sens. Et là, tu vas dire, non, mais tu sais quoi, là, j'ai la flemme. Et la flemme, c'est un bon indicateur. Si tu as la flemme, c'est que peut-être tu n'as pas envie de faire les efforts nécessaires pour que cette relation fonctionne. Mais si tu as l'envie que cette relation fonctionne, alors c'est là qui est la majorité de ton travail. Et ça, c'est des choses que j'apprends à mes clients. Que ce soit dans les groupes, que ce soit en individuel, quand on travaille sur la sexualité, on travaille sur le rapport à soi, on travaille sur le rapport à l'autre, on travaille sur l'expression de ses besoins, l'expression de ses limites, la communication de ses besoins, la communication de ses limites. C'est parmi les premières choses qu'on fait, même dans mon programme de groupe, les 8 portes, module 1 et 2, besoins, limites, lié au corps, lié à la sexualité, qui va se répercuter sur les relations. Ça, c'est fondamental et malheureusement, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Ça dépend vraiment comment ont été nos parents pour le coup, parce que dans notre génération actuelle, on est beaucoup à pas avoir eu l'espace d'exprimer nos besoins et on est aussi beaucoup à pas avoir eu nos limites qui étaient respectées. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'on doit apprendre à discuter, à naviguer. Et je pense que avoir beaucoup de patience, de compassion, de compréhension pour soi et pour l'autre, ça aide beaucoup. Et la 4e chose que je dirais, qui est encore une fois une grande catégorie, c'est naviguer le quotidien. Non mais franchement, ça change tout. Parce que déjà, on peut être en couple et pas habiter ensemble. Et vous avez les 3 premiers points que je vous ai dit qui existent quand on n'habite pas ensemble. Ok ? Pour peu que vous habitez ensemble, c'est un autre level. Et quand vous avez des enfants, c'est encore un autre level. Quand vous habitez ensemble, vous avez... Et moi, nous, on est à ce stade-là parce qu'en fait, mon chéri et moi, on a cohabité ensemble pendant un bon moment, mais maintenant, on habite ensemble depuis qu'on s'est installé en Guadeloupe. Et ça, c'était intéressant à naviguer. Il y a le fait de gérer votre organisation quotidienne, de gérer la maison. Pour peu qu'il y en ait un qui est bordélique et l'autre pas, il faut gérer ça. Gérer vos finances. Alors, j'avais dit dans mon post, alignez vos finances. Et en fait... Quand je parle de finances, je ne parle pas du fait que chacun doit contribuer 50-50. Je parle du fait que c'est important d'avoir une vision financière qui est commune. Qu'est-ce qu'on voit pour nos finances ? Et ça, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à vous asseoir et vous mettre d'accord sur vos projets. Parce que vous pouvez avoir des projets complètement différents et quand ils sont alignés, c'est beaucoup plus puissant, c'est mieux. Donc c'est qu'est-ce qu'on voit comme projet pour nos finances ? Comment on gère nos finances ? Qui contribue à quoi, dans quelle mesure, pourquoi, comment. Plus vous avez de la clarté sur ça, mieux c'est. Parce que l'une des raisons principales de divorce après l'infidélité, c'est l'argent. C'est l'argent. En fait, vous avez les infidélités, donc ça c'est la sexualité, vous êtes au bon endroit, n'est-ce pas, pour avoir des belles sexualités, pour éviter les divorces. On dit merci Livia.
La deuxième chose, c'est tout ce qui est lié à la personnalité de la personne, incompatibilité, personne abusive, etc. Et la troisième chose, c'est très lié au quotidien. Argent, travail, voilà, ces choses qui sont stressantes en fait. Et je crois que j'ai lu que la dernière chose, c'était la belle famille qui causait des divorces. Mais ça, j'ai pas compris comment une belle famille peut causer des divorces, mais peut-être que, je sais pas, ça doit arriver. Et donc du coup, l'argent, les finances, si c'est pas clair pour vous, ça peut être une source de tension. Si ça manque aussi dans votre relation, ça peut être une source de tension. Donc ça veut dire que je pense que c'est important en tant que couple de choisir d'être prospère. Ça, c'est une chose, c'est une valeur que moi j'ai, c'est d'avoir un couple prospère, un couple qui a des sous, quoi. Mais bon, là, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais en tout cas, c'est important pour moi qu'il y ait des visions communes, même une vision de l'abondance commune. Par exemple, mon chéri et moi, on a un bon état d'esprit d'abondance, mais on n'a pas le même. On ne voit pas exactement pareil, mais par contre, c'est quelqu'un qui voit grand comme moi. Et peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui voit pas aussi grand que vous, ou qui voit beaucoup trop grand par rapport à vous, ou qui voit grand mais ça vous inspire, ou qui voit petit et ça vous stresse, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc à caler par rapport à la vision de l'argent, du travail, des finances. Par exemple, moi, j'avais un critère quand j'ai attiré l'amour, c'était que je veux pas être avec quelqu'un qui aime pas son travail. Parce que moi, j'adore mon travail et que je voulais pas être avec quelqu'un qui était insatisfait au quotidien. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un pour qui c'était pas le cas. Et donc, vous voyez, il y a des choses comme ça auxquelles on pense pas et qui sont quand même importantes parce que ça va vous impacter vous au quotidien. Vous avez beau aimer la personne, si ces choses-là sont désalignées, ça peut causer de la friction. Après, je dis pas que c'est tout, enfin voilà, que tout doit être calé parce qu'on est des humains, donc tout ça bouge et tout ça, ça se navigue, mais c'est des points à regarder. Et si dans tout ce que je vous dis, il y a peut-être un truc qui va pas, ça veut pas dire que tout va mal, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à regarder. Dans le quotidien aussi, il y a votre intimité, il y a votre sexualité, il y a quelle est sa place, quelle est la place de la tendresse, la douceur, la sensualité dans votre relation. Ça, c'est important. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ça va être vraiment selon ce qui est cool pour vous, selon ce qui est OK pour vous, selon vos désirs à vous. Mais ça va être quelque chose à naviguer. Et pareil, en fonction de à quel point vous êtes à l'aise avec la sexualité, ben là, il va y avoir une question de compatibilité aussi. Et puis, on a des choses du quotidien comme les aventures qu'on aime avoir, les choses qu'on aime faire. Par exemple, moi, mon chéri et moi, au début, on n'était pas du tout compatibles sur ça. C'était vraiment un point de tension, on s'occupait pas pareil. Finalement, ça s'est arrangé et qu'on a déménagé, on s'est vachement aligné dessus. Mais c'était un endroit où j'étais là, waouh! Avant de s'installer en Guadeloupe, on habitait à Paris et moi j'adore sortir, j'adore manger dehors, j'adore le théâtre, j'adore le ciné, j'adore tout. Et mon chéri, il était là, non, moi j'aime rester chez moi. Waouh, c'était dur! C'était compliqué et vraiment on a dû discuter beaucoup, hein. Pourtant on dirait que c'est pas un point grave, mais dans le quotidien ça change comment on vit le quotidien. Donc c'était intéressant et donc toutes ces choses-là font une belle relation. Et l'amour ne suffit pas, malheureusement, parce qu'on a beau être amoureux, si on n'a pas la même vision, si on n'arrive pas à naviguer nos disputes, notre quotidien, nos questionnements, c'est compliqué. Et je ne dis pas tout ça pour vous décourager des relations, au contraire, mais pour vous montrer que si jamais vous êtes dans une relation aujourd'hui, vous aimez la personne, mais que la relation a du mal à fonctionner, c'est pas l'amour qui est en jeu, il y a autre chose. Et je trouve que souvent, on a des critères pour rester ou partir d'une relation qui sont très liés à l'amour. Ah mais je l'aime, je reste parce que je l'aime, Et quand j'entends je l'aime comme raison de rester, pour moi c'est pas assez. Oui, bien sûr, je peux comprendre qu'on aime cette personne, mais il y a plein de relations abusives où on est amoureux, hein. Moi, j'étais dans une relation abusive et j'étais amoureuse. Et lui, je pense qu'il est amoureux de moi. Ça veut pas dire que la relation était bonne pour nous. Là, j'ai pas parlé de relation abusive parce que je parlais de qu'est-ce qui fait qu'une relation est bonne. Mais vous voyez, il y a plein de circonstances où « mais je l'aime », c'est pas une bonne raison de rester. Et vous pouvez aussi voir où vous avez l'amour, mais où vous avez déjà tous les autres ingrédients qui sont intéressants et qui peuvent vous permettre de renforcer votre relation.
Et avant d'accueillir notre invité spécial, je vais finir sur ça. Je vais finir sur qu'est-ce qu'une belle relation pour moi. Et je veux pas que vous disiez que c'est ce que je vis au quotidien ou que c'est ce que tout le monde devrait vivre au quotidien. C'est plus comme un idéal, c'est plus comme quelque chose, une chose vers laquelle je tends et on tend et qui me permet de savoir si ça va en fait, si je suis au bon endroit, si les choses se passent bien. Et pour moi, une relation, fondamentalement pour savoir si la relation se passe bien, c'est de savoir si vous allez bien. De savoir si vous sentez détendu, à l'aise, reposé dans la relation. J'avais écrit que pour moi, une bonne relation, c'est une relation reposante. Pour moi, il y a ce truc qui est important, qui est que dans une bonne relation, je dois me sentir comme à la maison. Je dois avoir un soupir de soulagement en me disant « Ah, je vais voir mon chéri ou je vais voir ma chérie ». C'est un endroit de ressourcement pour moi. C'est un endroit où je me sens bien. Et si c'est pas ça, ça veut dire que peut-être que cette relation appuie sur tous vos boutons ou qu'elle vous met en anxiété. Et ça peut être un truc à regarder. Pour moi, une bonne relation, c'est une relation qui est relaxante, qui est reposante, qui apaise mon système nerveux et dans laquelle je me sens juste bien. Et je vous promets, si on m'avait dit ça il y a quelques années, je me serais épargné beaucoup de maux de tête. Parce que j'avais cette idée que non, mais c'est normal qu'une relation ce soit challengeant, c'est normal, c'est comme ça que je grandis, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, il n'y a pas d'intérêt à être dans une relation amoureuse qui vous challenge. Elle peut vous challenger, mais dans le bon sens, dans le sens de vous faire grandir, mais pas dans le sens d'appuyer sur tous vos boutons et de vous fatiguer. Parce que il y a beaucoup de choses sur Terre qui peuvent vous fatiguer, mais pas votre relation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, c'est que c'est une relation où on peut être vraiment soi. On peut être libre d'être soi, on s'exprime comme on a envie, comme ça vient, on prend sa place, on prend toute sa place. Et ça veut pas dire qu'à des moments on va pas négocier avec l'autre personne, dans le sens où on va discuter un peu, on va voir là où nos incompatibilités se rencontrent, parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles on va pas être compatible, et on va en discuter, on va négocier. Mais pour moi, dans une relation qui est bonne pour nous, on n'est pas tenté de faire semblant, on n'est pas tenté de dire, tu sais quoi, je vais pas dire exactement ça, parce que sinon la personne elle va penser ça, ou peut-être que je vais cacher un peu ça, comme ça. Parce que ça veut dire qu'on se sent pas en sécurité. Et si tu te sens en sécurité, normalement, tu seras en mesure de juste être toi pleinement, sans te masquer, sans te contorsionner. Ensuite, ça, c'est une chose fondamentale pour moi, qui est la raison pour laquelle je suis en couple et en relation, c'est que la beauté d'une relation, c'est de te faire grandir, évoluer. C'est le plus beau cadeau qu'elle peut te faire, c'est ça, c'est t'aider à te transformer en tant que personne, t'aider à aller vers qui tu es encore plus, t'aider à accomplir tes projets, parce que c'est comme on dit parfois 1 + 1 = 3, quoi. Cette relation qui est plus grande que vous va prendre le meilleur de vous et va créer quelque chose de magique avec. Et pour moi, ça, c'était ce que je cherchais quand je cherchais être en couple. Parce que moi, j'ai beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de choses que je veux créer. Il y a un moment où je me suis dit, je veux plus le faire seule. Je veux plus faire ça seule. Je veux avoir quelqu'un à mes côtés qui m'accompagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma relation m'a fait beaucoup grandir, m'a beaucoup alignée avec qui je suis vraiment. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et pour finir, et c'est un petit peu une redite de ce que je dis là, c'est une bonne relation, c'est une relation où l'addition des deux permet quelque chose de plus grand. Où 1 + 1 = 3, comme je disais tout à l'heure, et où le fait d'avoir nos deux cerveaux, nos deux corps, nos deux vies ensemble permet de créer quelque chose qui n'aurait pas été possible d'être créé par ailleurs seul. Alors on peut créer beaucoup de choses seules, bien sûr, mais c'est comme si l'entité qu'est la relation, l'entité qu'est le couple va être en mesure de créer des choses. Et moi je le vois dans le mien, il y a pas mal de choses que mon couple a créées que moi j'aurais pas créées. Ne serait-ce que par exemple déménager, m'installer, faire certains choix, ce genre de choses. Seule, je les aurais pas fait, mais à deux, on les a fait. Et pour moi, c'est ça. Il y a vraiment... Je trouve qu'en soi-même, être en couple et être dans une relation, c'est un chemin de développement personnel. C'est vraiment comme quand on choisit de créer une entreprise, comme quand on choisit de devenir artiste et de créer des choses. Il y a un engagement, il y a des pas avancés, il y a un chemin. C'est pas le truc le plus automatique qui soit, c'est comme le sexe, c'est pas forcément automatique, on n'a pas forcément tous les codes et tous les repères, mais
on est là pour apprendre en fait. On est là pour apprendre et je crois que de plus en plus, de génération en génération, on apprend à être beaucoup plus sain dans nos relations, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus à l'écoute. Depuis quelque temps, on regarde tous un petit peu plus nos blocages, un petit peu plus nos traumas. J'ai bon espoir en fait qu'on crée des relations beaucoup plus saines que celles qu'ont eues par exemple nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui n'avaient peut-être pas tous les codes et tous les repères qu'on a maintenant. Et c'est une magnifique aventure parce que confronté à l'autre, on est obligé de se confronter à notre propre humanité à nous. On est obligé de se confronter à qu'est-ce qui est vrai pour moi, quelles sont les parts de moi, qu'est-ce qui en moi vibre et qu'est-ce qui en moi est un peu plus sombre. Et confronté à l'autre, ça me force quelque part à grandir et à me regarder. L'autre crée un miroir pour moi. Et je trouve que c'est vraiment chouette et je souhaite à toute personne de vivre une relation qui la fait grandir. Une relation qui soit apaisante, qui soit ressourçante et qui crée quelque chose de beau. Et ça demande un peu de travail et d'exploration, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a inspiré. Et on va enchaîner avec notre invité surprise. Nous voici de retour avec notre invité surprise, qui est mon chéri. Bonsoir. Haha, hello chéri, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. T'as passé une bonne journée? Ça va, et comment s'est passé ce début de podcast? Ça va, j'ai enregistré tranquillement dans la détente et la relaxation et je suis très très contente de t'accueillir maintenant. Pour cette thématique. Yes, Selon ce qui a marqué, c'est l'amour ne suffit pas. l'amour ne suffit pas à avoir une bonne relation et aujourd'hui on parle du fait qu'il y a une différence entre être amoureux et être en couple. Donc ma première question pour toi ce serait, est-ce que tu penses que c'est vrai que l'amour ne suffit pas pour avoir une bonne relation? Madame, je pense que l'amour ne suffit pas pour avoir une bonne relation. Tu te moques de moi. Non, mais l'amour ne peut pas suffire parce que tu peux avoir différents types de relations Ouais. amoureuses Mhm. et puis avoir l'amour fou et ça se passe mal. Pourtant, t'es amoureux. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses qu'est la différence pour toi entre être amoureux et être en couple? Waouh! Être amoureux et être en couple, bah, tu peux être en couple sans amoureux, tu peux être amoureux sans être en couple. C'est trop bizarre. On se regarde dans les yeux. Ah oui, c'est pas. Qu'est-ce que t'attends de moi? J'ai répondu à ta question. Et ma question, c'est plutôt, ok, si l'amour ne suffit pas à avoir une bonne relation, qu'est-ce que tu penses qu'il faut? Par exemple, on va prendre des exemples, ça va être plus facile. Dans tes relations passées, où tu étais amoureux, où est-ce que c'était pas assez? Qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui me manquait? Waouh, quelle question. Je sais pas ce qui me manquait en fait. Franchement, un projet. Je pense à un projet à deux. Voilà. Ouais, c'est ça qui te manquait. Et ça, c'est ce que tu vois que, par exemple, on a maintenant. Oui, on a plus des projets. Ouais. Mhm. On a plus de projets. Qu'est-ce qui fait que pour toi, on choisit de faire des projets avec une personne et pas une autre? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la maturité. Ça compte. Ensuite, il y a la vision du couple en général. Et après, on vient tous avec ces différents bagages. Donc, si tu n'as pas une personne qui peut répondre à tes interrogations, à ton propre bagage, si ça ne correspond pas, ben, finalement, ça ne se fait pas. Je pense que c'est plutôt aussi simple que ça. Et en plus, on attend tous un peu qu'une personne réponde à telle ou telle de nos attentes. Donc, je pense que qu'on a la sensation, en tout cas, d'avoir des attentes comblées ou en tout cas avoir une réponse suffisante, à ce moment-là, on ouvre la porte du projet. D'accord. Et il y a pas mal de personnes qui se demandent comment on décide du coup d'être en couple. Est-ce que tu penses que c'est un choix, une décision? Moi, je pense que c'est un choix, où tu te dis au moment, ok, j'y vais à fond et je suis en couple avec cette personne. Est-ce que toi, ça a été pareil pour toi? Que c'était un choix, une décision de te dire, ok, je vais faire des projets avec cette personne, ou tu t'es juste laissé porter par le flot de la vie? Je sais pas quoi te répondre à ça. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on prend nos décisions. On n'est pas victime de la vie. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est moi. Je sais pas si je suis le bon exemple. Moi, je vis la vie je vis les choses en m'écoutant moi-même. Donc,
selon le flow, ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut pas dire que mes choix sont les choix. En tout cas, les choix sont mes choix. Mhm. Donc, je, j'ai pris mes décisions par rapport à un instant T ou des instants T. Et donc, voilà. Cool. Donc toi, c'était plutôt, voilà, chaque étape, tu as pris ta décision et tu as décidé d'avancer vers ça. Oui, c'est ça. Sympa. Moi aussi, je vois que c'était un peu comme ça pour nous. Et en fait, on a eu plusieurs questions d'auditeurs par rapport à la relation de couple et à l'engagement dans le couple. Et je me suis dit que ça aurait été cool d'y répondre ensemble à quelques-unes. Est-ce que ça te dit? Let's go. Est-ce que j'ai ton consentement franc? Let's go. Il y avait une question qui était: comment faire la différence entre amour véritable et simple confort affectif? On a des questions très philosophiques, hein. Est-ce que tu arrives à faire la différence entre qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un pour toi et qu'est-ce que c'est avoir de l'affection pour une personne? Il y a un formidable texte, un formidable rap de Kerry James, Diams et This is la peste qui s'appelle L'amour véritable. Alors, je vous invite tous à découvrir ce morceau. Il est top. Et donc, ça parle aussi d'amitié. Et tu peux me reposer la question? C'était comment arriver à faire la différence entre amour véritable et simple confort affectif. Qu'est-ce qu'on définit comme étant le confort affectif? Je sais pas. Mais en tout cas, l'amour véritable, l'amour véritable, c'est ce qui se rapproche. Déjà, tu as l'amour véritable d'une mère à un enfant ou d'un père à un enfant, je pense. Et ensuite, tu as l'amour véritable. Je ne sais pas ce que c'est l'amour véritable. Je ne sais pas ce que c'est l'amour véritable. Moi, je pense que l'amour en tout cas, qui serait bien ou qui est cool, c'est aussi quand la personne c'est aussi ton ami. Tu vois? Mais que ce soit pas ton ami, genre, c'est mon ami et que voilà, et il y a la grosse séparation, que ce ne soit pas possible, mais que la personne pour qui tu as des sentiments et avec qui tu vis, tu as un lien d'amitié et tu as des différences qui font que chacun d'entre vous vous enrichissez, mais aussi des choses qui, en commun et tout simplement qui vous lient. Carrément. Est-ce que tu trouves que je suis ton ami? Bah oui, on est des potes. De toute façon, nous, on échange sur pas mal de choses différentes. Je pense qu'on s'apporte tous les deux là-dessus. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que je suis ta meilleure amie? Oula! En fait, avant, je disais que j'avais une meilleure amie. Et maintenant, je suis en train, je sais pas. Je sais pas si... Les Américains aiment bien dire ça. She's my best friend, she's my best friend. Je ne sais pas, mais en tout cas, t'es la personne qui me connaît le mieux maintenant. Tu vois, dans mon quotidien, dans mes échanges, tu es la personne qui me connaît le mieux, même si je dis pas forcément tout, tu es la personne qui me connaît le mieux. Tu as des secrets? C'est pas des secrets, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire et à gérer, mais je pense que toi aussi, c'est un peu comme ça, même par rapport à ton boulot, ton taf et tout. On échange beaucoup, mais il y a toujours des choses où, voilà, c'est même pas qu'on processe, mais it's a lot. C'est clair. C'est vrai que chacun de notre côté, on a beaucoup à processer. Et j'avoue que je processe beaucoup de choses et t'es pas au courant, mais sinon tu serais mon psy. Déjà que je suis déjà un peu. J'avoue, je l'appelle mon coach parce que le pauvre, toute la journée, il m'entend parler. Du coup, il y avait d'autres questions et en fait, c'est des choses pour lesquelles moi j'avais une opinion, mais j'avais envie d'avoir la tienne parce que j'aime bien parler avec toi parce que t'es cool. Il y a une personne qui disait conflit cyclique entre personnes calmes. En fait, il y avait une personne calme et une personne colérique. L'un accuse l'autre. Non, l'un accuse, l'autre temporise. Est-ce que l'amour est suffisant dans ce cas-là? Donc c'est des conflits cycliques, il y en a toujours un qui s'énerve et un qui temporise. En tant que super coach psy, qu'est-ce que tu dirais à ça? Déjà, on retrouve souvent ça dans les couples, hein. Une personne qui est calme et l'autre descend sur l'autre et l'autre est là. Moi, c'est vrai que je peux être aussi impassible et ne pas avoir beaucoup d'émotions, en tout cas physiquement par rapport à des disputes ou des choses, mais pour moi, rien n'empêche que la relation perdure. Après, la question, c'est pas tant qu'il y en ait un qui soit colérique et l'autre calme, c'est est-ce que ces personnes se sentent réellement écoutées? Punchline.
Ouais, j'avoue. Parce que par exemple, dans notre couple, je suis plus colérique que toi. Enfin, j'étais. Maintenant, je suis vraiment zen. T'es colérique? J'étais colérique, mais je suis pas restée Avec colérique. moi? Genre, Franchement, tu criais et tout. non, mais c'est pas arrivé souvent parce qu'en fait, comme tu es tellement calme, ça sert à rien, tu vois. Bon, bah, je me souviens même pas que t'es crié ou c'était. Ouais, peut-être au tout Pardon. début. Ouais, au tout début, j'ai dû crier 2-3 fois. Ouais. En tout cas, je pense que je ressens plus de colère que toi, tu ressens de la colère. Ah, c'est pas faux, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Ou bien peut-être tu l'exprimes pas. En tout cas, pour être quelqu'un qui a été en colère 2-3 fois dans notre relation, c'est pas beaucoup, mais voilà. Moi, je sens que parfois, quand on est en colère, c'est qu'on se dit, si je crie fort, si j'exprime, comme tu dis, la personne va m'écouter et va m'entendre, et ce que je veux dire, le message va passer. Et ce que j'ai appris, notamment en étant en couple avec toi, c'est que ça ne servait à rien et que c'était plus efficace que je processe ma colère de mon côté. C'est peut-être pour ça que tu ne le vois pas, mais il y a beaucoup de fois où je vais processer de mon côté et c'est une fois que je suis plus en colère qu'on va parler. Oui, parce que finalement, moi, je suis un mauvais miroir. Si toi, tu viens avec de la colère, moi, je vais pas te rendre de la colère. Ça sert à rien. C'est Donc, même pas drôle. Voilà. Il n'y aura pas la dispute escomptée. Donc, du coup, même, je sais qu'on a eu plusieurs choses qui sont passées. Par moments, tu m'écrivais. Ah oui, Des il fois, aime je pas ça. t'écrivais. Non, mais ça, c'était trop. Une fois, 2 fois, 10 fois. Après, C'est pas non, vrai. pas, Je lui écrivais juste des messages parce que j'arrive mieux à m'exprimer par l'écrit. Il répondait pas. Il me disait, moi, si tu veux me parler, t'as qu'à me parler. Oui, parce qu'en fait, en plus de ça, moi, le rapport vivant. Le rapport vivant, on est là, on a bien écrit son petit texte. Est-ce qu'on n'a pas envoyé à quelqu'un pour corriger des trucs? Tu vois? Non, au bout d'un moment, on est vivant. Si on a une relation, ça a été une relation avec moi, pas avec tes copines et moi, tu vois? Donc, moi, j'estime que si on a des choses à se dire, on peut se les dire, mais c'est aussi important de se respecter, de ne pas crier l'un sur l'autre. Mais c'est pour ça que ce que tu dis, de devoir processer sa colère et d'en retirer quelque chose, ben c'est là, ça devient plus clair. En général, avoir des discussions sous la colère, ça n'apporte rien. C'est clair. Et souvent, en plus, j'arrive pas à dire exactement ce que je veux dire. Je pleure, je crie, je suis encore plus énervée parce que tu comprends pas. Enfin, c'est comme un film. Mais par contre, quand j'ai processé de mon côté, j'ai compris pourquoi j'étais en colère. Et en fait, j'arrive à aller un peu plus profond et à te dire un truc, une couche plus profonde que t'as fait ça, je suis en colère. Mais en fait, comme t'as fait ça, ça m'a mis en colère parce que ça a déclenché telle ou telle chose. Enfin bref, je trouve que c'est plus intéressant quand on processe les émotions fortes de son côté et qu'après on en parle. Ça, c'est cool. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Comment toi, tu gères quand tu te sens... Est-ce que ça t'arrive de te sentir incompris ou déçu par moi et comment tu gères? En fait, la personne l'avait posée pour moi, mais je te la pose à toi parce que je peux. Bien sûr, j'arrive d'être déçu, incompris, mais j'estime que en fait, je rapporte pas forcément les choses tout à toi. C'est-à-dire que si je suis incompris, ben, t'es pas la seule personne sur la planète avec qui je me suis pas entendu. Donc, est-ce que je dois te le reprocher personnellement? Des fois, il y a des trucs, ça me saoule. Des fois, il y a des trucs qui me saoulent et je te le dis. D'ailleurs, moi, je suis plutôt du tac au tac. Ça veut dire que si je te parle et que tu me répètes quelque chose que j'ai déjà dit ou etc., le classique, Même pas ça. je te dis, je te l'ai déjà dit. Ouais, c'est clair. Et ça m'énerve. À chaque fois, je te dis, répète, tu dis, je t'ai déjà dit. Et du coup, moi, Mais voilà. C'est pas grave, c'est la vie. Mais du coup... J'ai pas répondu à toute la question. Non, parce que du coup, ça veut dire quoi? Que tu acceptes d'être incompris? Que tu te dis... Non. Tout dépend de l'histoire en fait, de l'engagement en fait. Moi franchement, il y a des trucs où il faut choisir ses batailles. Les amis, il faut savoir choisir ses batailles. Donc il y a des batailles où je m'en fous strictement. J'ai dit un petit truc, il y a des trucs qui vont me saouler. Je vais réaliser le truc, je vais rien dire. Je suis un peu chiant, voilà. Et il y a des batailles, il y a des choses où je vais m'exprimer. Et là, j'assume de m'exprimer. Et par contre, si j'ai déjà parlé de ça, si on a déjà échangé là-dessus, etc., eh ben, soit reformuler, essayer de trouver le bon angle. Parce que des fois, c'est des choses qui sont psychologiques.
on vient tous de quelque part. Donc, des fois, c'est juste que peut-être j'ai pas utilisé la bonne fréquence ou le bon moment, ou etc. Ouais, carrément. Et en fait, c'est vrai que moi, je trouve que le fait d'être en relation, après, peut-être c'est parce que nous, on est comme ça, mais c'est énormément de travail psychologique en vrai, et de communication, et d'apprendre à se connaître, et de s'écouter, et tout ça. Vous avez déjà remarqué que c'était moi le maître zen du couple? Arrête, hein. Il fait genre, mais bon, je connais la vérité. Non, je rigole. Tu es vraiment zen, c'est vrai. Moi aussi, je suis zen, mais je dois travailler plus dessus. Ça me demande plus d'efforts. Et il y a une question, en fait 2 questions doubles. Je pense que tu as déjà répondu au début, mais j'aurais bien aimé que tu le redises. Déjà, question 1, est-ce que c'est possible pour toi de vivre une relation de couple quand on n'a pas les mêmes projets de vie? Non. Ok. Et comment on se lance dans des projets communs quand ça fait 4 ans qu'on en parle et qu'il n'y a pas de passage à l'action? En fait, attends, la première question, c'est un projet de vie, c'est un projet en tout cas, c'est difficile parce que moi, dans mon cheminement, j'estime que on s'est mis en couple, voilà, il y a quelques temps, et moi, ma vision, ce qui a fait que j'ai prolongé cette vision du couple, c'est le projet. Je pense, ça m'a aidé là-dedans. La vision du couple, tu vois, sur le long terme. Et avoir ce projet commun. Et avoir un projet, en fait, qui dépasse simplement le couple. Donc, pour moi, si on me pose cette question, j'aurais du mal, même si on peut chacun avoir des projets, mais ça fait partie d'un ensemble. Mais avoir un projet d'un côté, un projet de l'autre, ben, on se voit quand, on fait quoi quand, tu vois. C'est ça. Quel est le projet commun? D'ailleurs, je me demande, est-ce que tu as envie de partager pour toi, c'est quoi notre projet commun à nous, celui qui t'a fait t'engager dans le couple? Je sais pas, on a eu plusieurs projets, mais il y a eu d'habiter ensemble. Déjà, ouais. Ça a l'air petit comme ça, mais habiter ensemble, habiter en Guadeloupe, Déménager. déménager, faire un projet aussi pro ensemble, Ouais. des projets pro ensemble, Hum, et se rapprocher de nos familles, avoir ce côté famille aussi. Donc, ouais, ça fait partie des choses. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Je pense que même globalement, on a un projet de réussite en commun. Tu vois, de réussir dans nos projets, financièrement, créativement. Enfin, je pense que ça, c'est un truc qu'on a en commun, même si on n'a pas exactement les mêmes projets, on a la même vision par rapport à ça. Et on se soutient. Ouais, on se soutient beaucoup. Et la deuxième question, c'était? C'était la même en fait. C'était est-ce que c'est possible? T'as dit non. Et 2, en fait là t'as pas répondu, c'est comment se lancer dans des projets communs quand ça fait 4 ans qu'on en parle et qu'il n'y a pas d'action. Est-ce que c'est mort? Déjà, si ça fait 4 ans qu'on est avec une personne, on est avec depuis 4 ans pour une raison. Donc, c'est pas forcément mort. Par contre, tout dépend des projets. C'est sûr que si c'était des projets compliqués, parce qu'un projet commun, c'est pas forcément un projet complexe. Ben oui, c'est clair. Ça peut être aussi simple que faire un voyage. Je pense que ça dépend de ce qu'on appelle projet commun, passage à l'action. Et c'est peut-être une question d'attente aussi. Genre, parce que peut-être pour toi, un projet commun, c'est faire un bébé. Et pour la personne, un projet commun, c'est aller à Venise 3 jours, tu vois. C'est venir en Guadeloupe et faire profiter du tourisme guadeloupéen. C'est ça. La Guadeloupe, c'est magnifique. Venez. On fait du prosélytisme guadeloupéen. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on appelle un projet commun. Et je me demande si dans cette question, il n'y a pas une question d'attente et de désir. De toi, tu as envie d'un truc, la personne n'est pas en train d'avancer avec toi sur ce truc. Peut-être c'est ça. Je sais pas, là, j'interprète un peu. Et allez, encore 2 questions que je trouve intéressantes. Comment on aborde cette question de projet au moment de la rencontre? Genre, est-ce que c'est un truc que tu peux te dire quand tu rencontres la personne? Ouais, j'ai envie. Tout est possible. J'espère que je t'ai pas coupé. Non, vas-y, chérie. Tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que nous, on a eu un petit élan, mais après, on a eu aussi le creux qui a suivi. Et ensuite, on est reparti de plus belle. On a eu un creux, ouais, vite fait. Enfin, au début, tu parles au début. Ouais, mais on a dû se réaccorder, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, même si, en plus, il y a un truc, c'est que
au début des relations, au tout début, c'est... comment on appelle ça, ce moment-là? La honeymoon phase, c'est la phase lune de miel. Et tout, donc c'est compliqué parce que c'est à ça au début, tu dis ceci, cela. En plus, il y a une particularité, c'est s'il y a une personne qui a des craintes, parce que chaque personne vient encore une fois de là où elle vient, s'il y a une personne qui a des craintes, etc., tu peux fuir des gens qui potentiellement étaient intéressants. Donc, tout est possible, mais il faut jauger qui on a en face de soi, etc. Ça se trouve que moi, si j'avais pas été comme j'étais, tu serais parti. Et on se serait vu peu de temps et tu serais parti. Mais comme tu as vu, comme quand on a échangé, c'était super cool. Et voilà. Et donc, du coup, tu as décidé de rester. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés à Paris, mais moi, j'avais pas prévu de rester. Moi, je partais en voyage. Et il m'a supplié de rester parce qu'il est tombé amoureux fou de moi. La dame mytho, mais il y a un peu de ça. Et en fait, je pense que quand on s'est rencontrés, il y a une partie de la réponse à cette question, c'est aussi qu'on savait tous les deux à peu près ce qu'on cherchait. Et en fait, tu sens en face si la personne, elle va dans la même direction que toi. C'est-à-dire que moi, je cherchais un couple pas pour être en couple parce que je me sentais seule. Je cherchais un couple parce que je voulais construire un truc et que j'avais des projets et que je me voyais pas accomplir tout ce que j'ai à accomplir seule. Et toi, tu avais une vision du couple qui était aussi dans cette espèce de... Tu m'as dit que le couple, c'est... que ta vision du couple, c'était quelque chose de plus grand que nous. Et je me rappelle que ça m'avait suffi à me dire, ok, on a une vision commune. On n'avait pas de projet, on n'avait pas... Enfin, c'était beaucoup trop tôt à la rencontre, mais au moins, on avait une vision du couple qui était très proche. Et après ça, on a commencé à sortir un peu ensemble, on a eu notre phase lune de miel, on a eu la phase où j'ai dit « Ah non, mais c'est mort, ça va jamais fonctionner ». Et après, on a eu la phase où il m'a dit « Mais non, vas-y, on y va, continuons ». Et après, on a continué, et maintenant, voilà. The rest is history. Voilà. Mais il y avait un truc que je disais tout à l'heure au début du podcast, c'est que pour moi, pour qu'un couple fonctionne, il faut vraiment avoir envie qu'il fonctionne. Et je pense que ça, c'est un truc qui a été très vrai dans le nôtre, c'est que tous les deux, on a vraiment envie. Et comme on a envie, il y a plein de trucs qu'on a dépassés avec ça. Comme disait un fameux philosophe français, l'envie d'avoir envie. Merci beaucoup, c'est fascinant, magnifique. On va finir sur cette dernière question. En fait, en vrai, il y en a vraiment deux, mais tu peux répondre aux deux. Est-ce que tu veux parler de ce que c'est pour toi d'être un couple qui forme une équipe? Parce qu'il y a une chose on dit souvent, c'est quoi? Qu'est-ce qui a envie de rigoler dans le truc? Non, je dis des bêtises dans ton podcast. Vas-y, dis ta bêtise. Non, mais j'ai déjà dit. Ok, c'est bon. C'est quoi pour toi le fait d'être une équipe dans un couple, et deux, c'est quoi une relation de couple forte? Et je pense que les deux sont liés peut-être, et peut-être tu vas lier les deux, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, une équipe forte, des fois, il y a des moments dans l'équipe où tu es sur le banc, et donc tu supportes ton coéquipier ou ta coéquipière. Ouais, tu soutiens. Et de l'autre côté, des fois, tu es sur le terrain et voilà, tu fais des choses et tu essaies de profiter de ça. Et par moment, vous êtes tous les deux on the field, sur le terrain, et vous faites des passes, tout ça. C'est ça. Passes décisives. Mais en tout cas, je pense que le plus important dans une équipe, c'est aussi se sentir soutenu. Parce que quand tu as un coéquipier, si tu écoutes les sportifs parler, l'équipe, finalement, c'est le soutien. Ils veulent savoir que derrière eux ou à côté d'eux, ils ont des coéquipiers qui sont forts. Pas forts forcément physiquement, mais au moins mentalement. Ouais, donc ils savent qu'ils sont... Voilà, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. À partir du moment où tu as la sensation d'être tout le temps tout seul, c'est là où c'est difficile. Carrément. Et je pense que ça relie avec le fait d'avoir une relation de couple forte. Pour moi, c'est ce côté où, oui, on n'est pas en train de jouer solo. Parce que si moi je jouais solo et que toi tu jouais solo, je sais vraiment pas où on serait, tu vois. Quelque part, on joue solo parce que c'est comme si on est un band. Et il y a des moments... Groupe, ouais, un groupe. Et il y a des moments solo. Il y a des moments où tu joues ta partition et il y a des solos dans la musique. Donc il y a des moments, il y a des solos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans le fond un petit bruit de batterie ou un petit bruit de... Tu vois, t'accompagnes le solo et c'est pas complètement solo en vérité dans la musique bien souvent. Donc, et t'attends le moment pour repartir en harmonie. Donc...
Ouais, en fait, je pense que t'as des moments solo, mais même dans tes moments solo, tu fais jamais comme si t'étais tout seul, en fait. Par exemple, moi, je n'agis pas comme si j'étais seule, parce que si j'agissais comme si j'étais seule, il y a plein de choix que j'aurais fait différemment. Mais j'agis toujours en sachant qu'on est en couple, qu'on a une famille. Enfin, c'est très différent. Alors que j'ai pu être dans des relations avant où j'agissais vraiment que pour moi et en solo. Et je me disais, bah, l'autre, soit il suit, soit il dégage, tu vois. Il n'y avait pas ce côté où on va tout le temps essayer de faire en sorte que les choses s'alignent. Et je pense que c'est ça la bonne bascule à trouver, où tu prends soin de toi, mais aussi tu prends soin de l'autre. De composer avec l'autre. Mais en fait, peut-être que le mauvais terme, c'est le terme solo. Peut-être que Ouais, solo, c'est pas le bon terme. ouais. Parce que finalement, quand tu fais de la musique, comme je le disais auparavant, il y a des moments où il y a un instrument qui va ressortir plus que les autres, ce qui ne veut pas dire que les autres ne jouent pas. C'est Le vrai. batteur va atténuer ou va changer, ou va utiliser des chachas ou tout ce que tu veux. Tu as le bassiste peut-être va jouer une note au lieu de jouer 24 notes. Bref, l'harmonie ne sera plus la même, mais elle sera toujours là. Ouais. Et ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer aussi amplement. Parce qu'il y a aussi cet espace de vie en tant que personne individuelle, je pense, qui est aussi... ça aussi, c'est important. Carrément, carrément. La deuxième question C'était qu'est-ce qu'une relation de couple forte? Et je pense qu'en répondant à ce que c'est une équipe forte, peut-être on répond à cette question. Qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui rend la relation de couple forte pour toi? une relation de couple forte, c'est des personnes fortes individuellement, plus une famille forte ensemble. Donc, c'est-à-dire que en gros, c'est être fort individuellement et se dire que être fort individuellement, c'est aussi euh, pour sa famille, pour plus grand que soi. Mais individuellement ne veut pas dire égoïstement. Et c'est là où tu faisais la différence tout à l'heure. Ouais, 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 c'est ça. Être fort individuellement, c'est-à-dire par rapport à, je ne sais pas, si je suis fort au basket, je pense aussi à ma famille, mais c'est moi qui suis fort au basket, c'est pas toi, tu vois. Mais je sais que c'est pour ma famille en même temps, mais je sais aussi que c'est ma réalisation personnelle. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus ça. Je pense que ça, c'est très vrai ce que tu dis et c'est une bonne conclusion parce que je sens que nous, quand on s'est mis en couple, on était deux personnes déjà très bien accomplies individuellement. On n'avait pas forcément le manque, euh, l'envie d'être avec quelqu'un par manque ou par désespoir, j'en sais rien. Et on était déjà très bien dans notre peau. Toi, tu étais droit dans tes baskets, moi, j'étais bien à l'aise dans ma vie, dans mon corps et tout. Et après, on a choisi d'être ensemble et ensemble, on a été beaucoup plus forts. La chose qu'il faudrait peut-être rajouter à ça, c'est aussi on s'est rencontrés à un certain âge, on a dépassé certaines périodes de nos vies, etc. C'est vrai. Donc c'est pas tout à fait pareil pour des personnes qui seraient plus Plus jeunes jeune, ou qui n'ont ouais. pas le même vécu que nous. Et à ce moment-là, c'est là aussi où on peut apprendre à grandir ensemble et où il faut apprendre à grandir ensemble. C'est vrai. Parce que la maturité, elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est clair. Et je Donc il y a pense que aussi un travail à faire là-dessus. c'est une très bonne précision parce qu'on a eu le temps d'être dans d'autres relations avant pour se préparer à celle-là. Et c'est vrai que quand tu commences dans une relation, ça veut dire que ensemble, vous devez faire le choix de faire ce que nous, on a fait séparément en fait. Hum. C'est faire ce développement personnel avec vous-même, avec l'autre. Voilà. Mais en tout cas, c'était bien intéressant comme conversation. Merci chérie. Keyword, C'est l'envie d'avoir envie. l'envie d'avoir envie. Non, je rigole, je rigole. Tu sais que dans mon épisode sur le désir, j'ai dit ça tellement de fois et j'ai pas capté que c'était une chanson. J'ai Non. dit, est-ce que t'as envie d'avoir envie? Je l'ai dit au moins genre 50 fois. Waouh. Maintenant, t'as tout gâché. Maintenant, je vais toujours me rappeler de ce truc. Eh ben, encore heureux. Et voilà à quoi ça sert le couple. Tu vois, C'est clair. J'avais pas capté que je répétais des paroles d'une chanson. c'est cool. Super. Merci chérie du fond du cœur C'est d'avoir moi. été là. Je te dis à tout de suite. C'était un bon moment et j'ai hâte de découvrir les autres épisodes du podcast. Oui. En plus, je crois que tu as des autres choses là qui arrivent. Ouais, j'ai des ateliers qui arrivent. J'ai un atelier qui arrive très bientôt. Il s'appelle Sexual Healing, comme la chanson de Marvin Gaye. En français, c'est... C'est un atelier sur le soin et la libération sexuelle, pour soigner, libérer ta sexualité dans plus de plaisir. Donc c'est pour les personnes qui
potentiellement se sentent un petit peu bloquées dans leur sexualité et qui ont envie de se reconnecter à elles-mêmes. Et on va faire ça en 3 parties. Il y a 3 jours, donc 3 sessions. Au début, c'est sur accepter que tu n'as aucun problème, que ton essence est parfaite et voir en gros, elle est où ta vraie sensualité à toi. Ensuite, on a une partie qui est sur tes désirs, qu'est-ce que tu veux accomplir et tes blocages, qu'est-ce qui t'empêche, et on a des pratiques pour les enlever. Et la 3e partie, elle est pur plaisir, où là, j'apprends à mes clientes à se donner du plaisir, à se masturber en conscience pour renouer avec leur sexualité. Des fois, je posais cette question-là aux femmes que je rencontrais ou avec qui je sortais, je leur demandais est-ce qu'elles se masturbaient. Ouais. C'est une question que je trouvais intéressante. Et alors ? Il y en a qui me disaient non, hein. Il y en a pas mal qui me disaient non au début. Et après, je sais pas si avec le temps, les mœurs se sont développées. Et je pense que c'est important alors, on n'est pas obligé de se masturber, mais en tout cas, on est obligé de se faire plaisir. Ah, je pense aussi. Tu vois ? Et le truc, c'est que je trouve que ton atelier, ça semble super intéressant et important dans le sens où on se rend pas compte, en fait, l'importance du soi, du nous-mêmes dans un couple, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, on pourrait reprocher des choses à notre partenaire qui ne peuvent être guéries que par nous-mêmes. Et d'ailleurs aussi, il y a une autre chose, c'est qu'en se guérissant nous-mêmes, en prenant soin de nous-mêmes, on peut repérer aussi des choses qui ne vont pas dans notre relation, parce que nous, on se sent mieux. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu es fort, chérie. Waouh, j'adore. N'importe quoi. Merci, et c'est exactement cette démarche, c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'en se soignant, et notamment en soignant sa sexualité, tu soignes ton couple. Parce que c'est un endroit où on peut avoir des blocages, des tensions, et quand tu libères ça, tu te sens mieux dans ta peau. Et comme tu dis, tu repères en fait ce qui ne vient pas de toi, qui vient de ton environnement, peut-être de ta relation, et sur quoi peut-être tu peux évoluer ou travailler. Donc l'atelier, pour vous inscrire, c'est liviaquero.com/atelier, c'est assez facile. Et en fonction de quand vous écouterez ce podcast, vous pourrez juste cliquer sur le lien et voir s'il a eu lieu ou quand il a lieu. Et je serais vraiment très ravie de vous accueillir parce qu'on va passer un bon moment. On va faire des méditations, des pratiques, du travail profond par le corps pour avoir plus de plaisir et libérer tout ça. Super! Merci mon chéri d'avoir participé, ça me fait tellement plaisir. C'est moi. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Merci d'avoir été là. Au revoir.